fantasy? Mon premier souvenir de fantasy, il n'est pas en images, il est en texte. C'est des romans que je lisais. Je devais avoir 12-13 ans, les premières fois où j'ai commencé à découvrir Jack Vance, Fritz Leiber, des romanciers de cette génération-là, qui n'étaient pas vraiment dans la fantasy pure, mais qui étaient dans ce qu'on appelle aujourd'hui le Planet Fantasy, mais qui donnaient ces impressions d'imaginaire, de monde extraordinaire, qui permettaient de se dépayser, de bouger. Et sinon, avant, j'avais des bouquins de contes et légendes, de mythologie gréco-romaine, qui pour moi étaient déjà de la fantaisie. Donc, c'est les univers merveilleux, les interventions des dieux, les créatures extraordinaires. Finalement, je baigne dedans depuis ma petite enfance. Confirme, c'était pareil avec la mythologie, c'est exactement la même chose. Donc en 1994, vous avez écrit le scénario de l'Enfeuse de Troie, votre troisième saga. Comment est venue l'idée de départ de ce jeune forgeron qui a des pouvoirs? Au départ, l'Enfeust était une idée que j'avais... Enfin, j'étais parti sur l'idée d'un monde où chacun a un pouvoir magique. Donc j'avais cette idée-là, qui était en même temps un monde complètement aquatique, où il y avait un bateau avec des baladins qui se baladaient d'île en île à la recherche de l'origine de la magie. Et je parle de ce projet-là à mon éditeur qui me dit non, là c'est trop riche, il y a trop de choses, c'est deux idées différentes, il faut faire deux séries différentes. Garde l'histoire avec les bateaux, c'est vachement mieux, ton truc de magie, je le sens pas trop, on le met dans un tiroir. J'ai donc créé Les Feux d'Askel pour Jean-Louis Maurier à ce moment-là, avec mon histoire de baladin sur une planète aquatique. Mais j'aimais bien, malgré tout, mon histoire de magie avec le jeune apprenti forgeron. Et 2 ans plus tard, quand avec Didier Tarquin, on a commencé à évoquer l'idée de faire un projet ensemble, j'ai ressorti cette idée-là du tiroir. Et finalement, l'éditeur a assez vite été convaincu que c'était une bonne idée quand il a vu les premiers chiffres. Je confirme. Donc il y en a eu 8. Ensuite, il y a eu l'Enfeuse des Étoiles. Oui. Si je compte bien, il y a eu 10 spin-offs de l'Enfeuse de Troie. Bon, l'Enfeust, c'est une série qui s'appelle l'Enfeust, qui est en cours de 3e saison, si on peut dire, puisqu'il y a l'Enfeust de Troie, c'est la première saison, l'Enfeust des Étoiles, 2e saison, l'Enfeust Odyssée, 3e saison. À côté de ça, il y a eu les trolls qui sont nés au départ de l'éditeur, quand quelque chose marche bien, et le personnage de Ebus, le troll, avait énormément de succès dans l'Enfeust. Il voulait en faire un spin-off, pour employer le mot spin-off que je n'aime pas. Oui. Et je lui ai dit non, j'ai pas envie de raconter les aventures d'Ebus à part, ça n'a aucun intérêt. Et une fois complètement par hasard, dans un festival pour s'amuser, Jean-Louis Maurier, qui est un dessinateur qui a une immense facilité graphique, prend son pinceau feutre, sans crayonner, dessine à sa façon, qui n'avait plus rien à voir avec celle de Tarquin, un troll en tutu, en train de danser le lac des cygnes, avec des petits animaux autour. Je vois ce dessin, et là j'ai un flash, et je dis là j'ai envie de faire quelque chose, et de parler de cet univers de Troie sous un autre angle. Jusque-là, on avait les humains, les trolls sont quand même des créatures assez dangereuses. Là, on va se placer du point de vue des trolls comme bons sauvages, et c'est les humains qui vont devenir les méchants. Donc ça me permettait de renverser l'angle de la caméra et de raconter complètement autre chose. Plus tard, j'ai eu envie de raconter la colonisation du monde de Troie, qui se passe 4000 ans avant. Et là, une fois de plus, j'ai renversé l'angle, puisque ce monde de Troie, le lecteur l'aimait bien, les personnages étaient attachés à leur monde, et là, je mettais en scène des personnages qui arrivaient sur ce monde, qui n'avaient aucune envie d'y être, qui n'ont qu'une envie, c'est de retourner chez eux. Et comme bien souvent dans toutes les colonisations, c'était des déportés amenés là de force. Donc c'était à nouveau un autre angle pour utiliser le même background, mais une fois de plus le montrer d'un point de vue différent. Et donc est-ce qu'il y a encore des histoires à raconter justement sur l'univers de Troie? J'ai des milliers d'histoires à raconter sur le monde de Troie. L'important c'est les personnages, c'est trouver des personnages forts. Le monde il existe, il est très très riche. J'ai des cartes, j'ai des idées, j'ai 50 aventures que je peux raconter dans cet univers-là. Et puis partant de là, bien sûr, l'univers est loin d'être épuisé. J'ai utilisé cet univers dans les légendes de Troie pour faire des one-shots, des albums à chaque fois séparer une histoire avec un dessinateur, parce que justement la richesse de l'univers me permettait d'y situer des histoires qui n'avait pas grand-chose à voir en réalité, mais j'utilisais ce décor comme prétexte pour avoir une unité, parce que, alors là, c'est bêtement des raisons éditoriales, un album one-shot balancé dans la nature sans aucun support passe un peu inaperçu, tandis que là, ça permettait de leur donner une visibilité. Mais un album que j'aime énormément, par exemple, comme Le Voyage aux Ombres avec Virginie Augustin,
en fait, l'univers de Troie est très très lointain, c'est un vague prétexte lointain. On est là pour votre dernier petit bébé, Echo, donc le monde miroir. Ça raconte l'histoire d'une jeune fille, Fourmi, qui reçoit l'héritage de sa grande tante avec un petit écureuil qui arrive dans un avion et qui se transforme, qui est transporté dans un New York complètement, bon, pas tout à fait différent du nôtre, mais à ceci près, il n'y a pas d'électricité, il y a des créatures fabuleuses qui les remplacent. Comment est née cette idée de transformer New York en fantasy? Et Echo est né d'une façon un petit peu étrange parce que Alessandro Barbucci, on se connaît depuis 15 ans, on avait envie de travailler ensemble, on avait déjà d'ailleurs un peu travaillé ensemble chez Glénat sur Lord of Burger, et il me dit qu'il a envie de faire de la fantasy. Et à ce moment-là, moi je lui réponds « Ah non, non, moi de la fantasy, j'en fais énormément, j'en ai fait beaucoup, j'ai pas envie d'avoir cette image qui me colle à la peau d'auteur de fantasy uniquement. S'il y a bien d'autres domaines que j'aime, je fais aussi un polar qui se passe à Marseille, le Reden, je fais Chimère chez Glénat, qui est une histoire historique assez réaliste, assez dure. Et j'avais envie de me détacher de cette image de fantasy. Alessandro, lui, au contraire, qui n'en avait jamais fait, avait très très envie. Et graphiquement, il me montre des choses et il me dit si, je suis sûr, on va trouver quelque chose. Donc là, je me suis dit comment renouveler un peu le genre et ne pas me répéter, pas faire à nouveau un monde, une planète. Et d'un coup, je me suis dit de quoi j'ai envie de parler. J'ai envie de parler de notre monde. Eh bien, je vais traiter notre monde en fantasy. Donc, on part du postulat qu'il n'y a pas d'électricité, mais que notre monde est quand même notre monde. New York est New York. Il y a le Chrysler Building, il y a les vendeurs de hot dogs dans les rues. Sauf que les taxis sont toujours jaunes avec leur petite bande à carré noir, mais ils sont sur le dos de sauriens. Et vraiment s'amuser à montrer tout le décalage de notre univers, c'est une façon de parler de notre monde à travers ce décalage qui donne une immense liberté. Justement, vous parlez d'humour, il y a beaucoup d'humour dans ce tome, même si dans les autres sagas que vous avez fait, il y a de l'humour. Là, il y a vraiment beaucoup d'humour. Il y a vraiment, c'est moi la vignette qui m'a fait hurler de rire, c'était le métro, c'était avec l'espèce de grande limace, ça m'a beaucoup fait rire. Est-ce qu'on est obligé, quand on fait de la fantaisie, justement, d'y mettre beaucoup d'humour pour faire passer des, je sais pas, des idées ou des concepts, mettre beaucoup d'humour dans la BD? On n'est pas obligé de mettre de l'humour dans la fantaisie. Et d'ailleurs, je me souviens très bien du premier conseil de mon éditeur Mourad Boudjelal à l'époque. Je faisais une série qui s'appelait Les Maîtres Cartographes et il m'avait dit c'est vachement bien ce que tu fais, mais arrête de mettre de l'humour dans la fantaisie, ça ne va pas ensemble. La fantaisie, ça doit être dark, ça doit être sérieux, ça doit être sombre. Moi, je suis incapable d'écrire quelque chose de dark et de sérieux. Et j'ai quand même fait mon mélange humour et fantaisie. Il se trouve que finalement, je crois que j'ai peut-être ouvert une voie, c'est un peu prétentieux, mais disons que beaucoup de gens se sont engouffrés dans cette brèche et font le mélange humour-fantaisie. Moi, quand j'écris, je fais avant tout de l'humour. Et finalement, la fantaisie est un habillage, le polar est un habillage, la SF est un habillage, mais je traite avant tout des relations humaines, des situations de comédie entre les personnages, et pour moi, l'humour est la colonne vertébrale. Dans Echo, il était hors de question de ne pas mettre d'humour, c'est vraiment un prétexte à déconner. Quand on a un univers pareil, on ne va pas le traiter sérieusement. Le couple entre les deux protagonistes qui arrivent dans ce monde-là, jusqu'où ils vont aller dans les prochains tomes? C'est ça qui m'intéresse. Est-ce qu'ils vont se mettre ensemble? Est-ce qu'ils vont reprendre l'agence? Quelle est la trame que vous allez mettre pour ces deux personnages? Alors la série Echo va être une série, disons, de one-shot, qu'on va pouvoir lire les albums séparément. Bon, à part le tome 1 qu'il vaut mieux avoir lu pour la mise en place de l'univers, mais après on pourra lire le 5, et puis après le 3, et puis après... Donc je reste dans une configuration avec ces deux personnages, Fourmi et Yuri, qui est plus âgé qu'elle, qui lui est arrivé là complètement par hasard, son arrivée n'était pas prévue. Évidemment, ils ont des caractères complètement différents. Lui, c'est un scientifique, elle est étudiante en art. Il y a une bisbille permanente entre les deux, mais en même temps il faut qu'il y ait une tension sexuelle, érotique entre les deux. Je vais bien sûr essayer de garder cet état de tension parce que après en faire un petit couple où tout va bien entre eux, ben, ça perd tout intérêt. Clark Kent et Lois Lane, à partir du moment où ils sont ensemble, ça n'intéresse plus personne. Donc il faut garder cette tension, ces chamailleries. Il peut se passer des choses entre eux à des moments, mais tout doit, pour pouvoir garder les situations de comédie, on doit avoir conflit aussi de façon régulière. Quels sont vos autres projets, mis à part la suite de Echo? Alors j'ai en bande dessinée pour le moment
peu de nouveaux projets. Il y a un nouveau projet avec un garçon qui s'appelle Steven Lejeune, que je connais depuis longtemps, qui va être une uchronie dans l'Antiquité. Assez sympa, mais la plus réaliste, un peu plus sérieuse. Sinon, j'évite de trop lancer de nouveaux projets maintenant parce que Echo, c'est mon gros nouveau projet et il va falloir faire le 2, le 3, le 4 et puis en même temps, j'ai les tomes suivants de Ithac, de l'Enfeust, des Trolls. À chaque fois qu'on attaque une nouvelle série, c'est très jubilatoire de faire un tome 1, mais il ne faut pas oublier qu'après, il faut enchaîner et que tout ça, ça prend du temps. Mes projets, sinon, ça sera peut-être en dehors de la bande dessinée, revenir un peu vers l'écriture de théâtre, qui est quelque chose qui me retitille à nouveau depuis des années. Peut-être un peu le roman, l'écriture, ça aussi, l'envie m'en prend de plus en plus. Peut-être aussi un roman graphique, c'est une chose que j'ai en tête, mais là il faudrait que je trouve le dessinateur adapté sur une histoire très très différente de choses par rapport à ce que je fais aujourd'hui. Disons que j'ai envie de sortir un petit peu justement de cette image très fantasy entertainment et tout en continuant évidemment à faire tout ça, mais à faire des choses un peu différentes à côté. D'accord. Dernière question, est-ce qu'on peut me citer 3 chansons ou 3 musiques qui reflètent votre univers, aussi bien personnel que dans votre univers graphique 3 seulement, c'est extrêmement limitatif. J'écoute énormément de musique lorsque je travaille et en fait à chaque série correspond toute une série de musique, à chaque série dessinée. J'ai besoin, ces musiques vont m'aider à me remettre dans l'ambiance. Alors par exemple, si je travaille sur les Holoden, je vais mettre Coltrane, je vais mettre du jazz, parce que le jazz et le polar, il y a une affinité naturelle. Quand j'écris sur Ithac ou sur l'Enfeust, ça va être des musiques de films très pétaradantes, ça va être du John Williams, du Alan Silvestri, ça va être des musiques comme ça. J'écoute beaucoup de chansons françaises, mais là jamais en travaillant évidemment, parce que les paroles m'empêcheraient. Sinon, je suis un vieux punk, j'écoute encore les Stranglers tous les jours. J'écoute énormément de choses, je suis très très éclectique dans ce que j'écoute. Je vous remercie beaucoup pour cette interview. De rien. Merci.